Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le chapitre 1 sur les fonctions. Dans un cours de calcul, l'objet principal qui nous intéresse, c'est la fonction. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la première section? Dans la première section 1.1, je vais juste passer au travers des définitions importantes entourant les fonctions. Donc, première définition 1.1.1, qu'est-ce qu'une fonction? Donc, une fonction, c'est simplement une règle d'assignation, entre un ensemble d'entrées vers un ensemble de sorties. Donc, puis pour nous, les fonctions, ça va être des fonctions à valeur réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entrées, ce qui va rentrer dans la fonction, ça va être un sous-ensemble de nombres réels. Puis les sorties vont aussi être un sous-ensemble de nombres réels. Puis la grosse propriété qui est importante, donc la propriété qui fait en sorte que la règle d'assignation est une fonction, c'est que pour que chaque entrée, donc lorsqu'on donne une entrée, il y a exactement une seule sortie d'assignée. Donc, lorsqu'on parle justement de fonction, on parle de nombre qui rentre à l'intérieur d'une fonction, puis on parle de nombre qui sort de la fonction. Donc ça va nous mener vers les deux prochaines définitions. Donc les définitions 1.1.2, donc les entrées et les sorties. Donc ce qu'on appelle le domaine de la fonction f, mais c'est l'ensemble de toutes les entrées possibles qui peuvent aller à l'intérieur de f, puis l'ensemble de toutes les sorties. Donc, c'est ce qu'on appelle l'image de la fonction f. Donc, ça, c'est l'ensemble de toutes les sorties. Puis pour nous, je vous rappelle, les fonctions, c'est des fonctions à valeur réelle. Donc, le domaine, c'est un sous-ensemble de nombres réels. Puis l'image est aussi un sous-ensemble de nombres réels. Puis ici, ça va venir avec la notation. Donc, au lieu d'écrire tout le temps « donne-moi le domaine de la fonction f », on va dénoter le domaine par dom_f. Donc, si je vous demande de calculer dom_f, c'est la même chose que le domaine de f. Puis si on vous demande de calculer l'image de f, ça va être dénoté par im_f. Donc, on a passé au travers du domaine et l'image d'une fonction f. Prochaine définition, donc un peu plus de terminologie et de notation pour les fonctions. Donc, on va commencer d'abord avec x. Donc, x, ça va être un point dans le domaine de la fonction. Donc, j'ai mon x ici. Puis en passant, l'entrée x qui va rentrer à l'intérieur de la fonction, c'est aussi appelé la variable indépendante. Donc, si on choisit au hasard une entrée, on peut la dénoter par la lettre x, typiquement. Puis cette variable-là, c'est la variable indépendante. Puis bien sûr, qu'est-ce qui se passe avec cette variable indépendante-là? C'est qu'elle va rentrer à l'intérieur de la fonction. La fonction qui peut être vue comme une boîte qui va transformer le chiffre qui va rentrer. Donc ici, ma fonction f transforme le x en y. Donc le y, ça va être la valeur assignée par la fonction f à l'entrée x. Donc j'ai mon y qui sort, si on veut, de la boîte. Puis cette sortie-là, y, c'est ce qu'on appelle aussi la variable dépendante. Souvent, le monde, on a misère à se souvenir c'est quelle qui est la variable indépendante, c'est quelle qui est la variable dépendante. Donc, j'ai si on veut, un petit truc que je vais vous présenter. Donc, un petit truc là, pour faire la différence entre la variable indépendante et la variable dépendante. Donc, c'est qui est indépendant, c'est qui est dépendant. Je vais utiliser mon petit Kirby à côté. Donc, ce que Kirby peut manger, ok, parce que Kirby c'est une personne indépendante, ok, ben c'est n'importe quoi. Donc ici, ce qui va rentrer dans la bouche, ok, de Kirby, ben c'est son choix de ce qui est indépendant. Donc ici, notre petit Kirby c'est une personne qui est indépendante. Donc puisqu'il est indépendant, il peut manger ce qu'il veut. Mais par contre, ce qui va sortir, ok, de Kirby, dépendamment de ce qu'il mange, ben c'est ça, ben ça va dépendre. Okay, de ce qu'il a mangé. Donc ici, si Kirby il mange des clous, ben il va chier des clous. Ok, donc fait que le truc, l'entrée, le x peut être n'importe quoi. Donc, puisque Kirby est indépendant, la variable x c'est la variable, donc l'entrée c'est la variable indépendante, mais ce qui va sortir de Kirby va dépendre de ce qu'il a mangé.
Donc, la variable Y, la sortie, c'est la variable dépendante. Donc, un peu de notation ici. Donc, c'est bien beau la boîte, même si ça nous donne une belle manière de visualiser c'est quoi une fonction, comme, OK, je mets quelque chose qui rend X dans la boîte, puis la boîte la transforme, puis on sort Y. Algébriquement, la notation fonctionnelle, comme on dit que Y est obtenu par F qui a transformé X, mais on va l'écrire comme Y est égal à F de X. Donc, lorsqu'on lit ça, Y est égal à F de X, on comprend que le X, c'est l'entrée qui se fait transformer par F et qui devient Y. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la notation fonctionnelle de la fonction. Donc, c'est comment on prononce f de x. Donc, bien sûr, je le dis, là, moi, j'utilise f de x lorsque j'en parle. On pourrait aussi dire f à x ou f évalué à x. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que f de x, c'est pas la lettre f qui fait fois x. Donc, f de x, la fonction f de x, ça se prononce soit f à x, f de x, f évalué à x. Donc, f en parenthèse x. C'est comme ça qu'on doit le voir. Puis on devrait être capable, là, je m'attends que vous compreniez que si je vous dis ben, y est égal à f de x, que y c'est la variable indépendante, dépendante, puis que x c'est la variable indépendante, puis elle se fait transformer par f. Donc, je termine ma section avec quelques remarques 1.1.4. Donc, en général, une fonction, c'est pas une formule ou une équation. Les équations vont être des exemples, ou les formules vont être des exemples de fonctions. Mais s'il y a une chose que je veux que vous vous souveniez de ma première section, de mon premier chapitre, c'est qu'une fonction, ça prend quelque chose, ça transforme, donc ça a une entrée qu'on appelle la variable indépendante. La fonction f, c'est une boîte qui transforme cette entrée-là. Puis peut-être que oui, ça va la transformer en faisant des multiplications, des additions, des soustractions, des divisions, mais en général, la règle d'assignation peut suivre n'importe quelle règle, tant et si longtemps que ça suit bien la définition qu'il y a juste une sortie pour une entrée. Donc, une fonction, c'est pas une formule. Donc, attendez-vous là, dans le premier test, vrai ou faux, une fonction, c'est une équation, c'est faux. Par contre, une équation, c'est une fonction. Donc, l'autre côté, logiquement, ça marche. Donc, comme je viens de le dire, certaines fonctions sont définies avec des formules ou des algorithmes qui nous permettent alors de calculer les sorties algébriquement avec l'entrée. C'est clair que 95 à 99% de nos exemples de fonctions vont être des formules, mais certaines fonctions, on va voir ça en prochaine section, sont définies soit visuellement avec le graphe, qui va être bien sûr une représentation importante pour nous. Puis dans plusieurs situations, les fonctions sont définies simplement avec des tableaux lorsqu'on ramasse des entrées puis des sorties lorsqu'on fait une expérience. Puis il y a aussi certaines fonctions qui sont simplement définies verbalement. Donc on donne une règle, comment on transforme, puis c'est pas nécessairement une équation. Donc, comme je l'ai dit, là, c'est une seule chose que je vais vous souligner vraiment de ce chapitre, de cette section ici, c'est qu'une fonction n'est pas une formule. Okay. Donc ça conclut la section 1.1. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre 1 sur les fonctions. Maintenant, on va couvrir la section 1.2, comment on peut représenter des fonctions. Donc, représentation de fonctions, c'est la prochaine section. Pour nous, dans ce cours ici, il y a 4 types de représentations qui vont nous intéresser. Donc, il y a 4 manières de représenter une fonction. En fait, il y a plus que 4 manières, mais dans ce cours ici, il va en avoir 4. Donc, la première manière, c'est une représentation numérique. Ça, c'est simplement représenter une fonction avec l'aide d'un petit tableau de valeurs. La deuxième manière, c'est de représenter cette fonction à l'aide de son graphe. Donc, c'est ce qu'on appelle la représentation visuelle, donc avec un graphe. La troisième manière, c'est d'avoir une représentation algébrique, donc qui vient avec une formule. Puis finalement, certaines fonctions vont simplement être décrites à voix haute ou en mots. Donc, c'est ce que moi, je vais appeler la représentation verbale, qui est une description avec des mots. Puis honnêtement, entre ces 4 méthodes-là, si j'avais à les ranker là, de la plus populaire à la plus importante à la moins importante, c'est clair que la représentation algébrique, la plupart de nos exemples vont être des formules.
Puis bien sûr, nous, on va s'intéresser beaucoup au lien entre le graphe et la formule, donc les représentations visuelles, tandis que les représentations numériques ou verbales ne seront pas vraiment couvertes dans ce, dans cette section-ci. Par contre, je trouvais que c'est important de faire les quatre, parce que c'est vraiment, ces quatre représentations-là, c'est vraiment les représentations qui sont importantes lorsqu'on fait une étude scientifique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si vous avez deux quantités que vous voulez lier ensemble, donc vous avez une quantité X, puis vous voulez savoir c'est quoi qui décrit le lien entre X puis une autre quantité, disons Y, puis vous voulez utiliser une fonction pour justement associer à un X une valeur d'Y. Normalement, si vous êtes dans le contexte d'une application, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez commencer par ramasser des données, soit à l'aide d'une expérience ou à l'aide de mesures. Donc, la première chose qu'on obtient lorsqu'on fait des ramassages de données, c'est on a une représentation numérique. Pour nous aider à comprendre le comportement, parce que souvent un petit tableau, c'est pas super évident, c'est quoi le lien entre X et Y, mais on va mettre ces données-là dans un plan cartésien, puis on va avoir une représentation visuelle. Puis à partir de la représentation visuelle, ça va nous donner, si on veut, une intuition typiquement géométrique. Est-ce que les données sont en ligne droite? Est-ce que ça suit une courbe qui est plus quadratique? Ou est-ce que c'est cyclique? Donc trigonométrique, etc. Donc normalement, qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on a une représentation visuelle? C'est trouver une formule qui va représenter ces points-là, donc avoir une description algébrique. Puis une fois qu'on a notre représentation algébrique, on aime finir par dire, ben là, la loi qui lie les deux quantités, on peut dire que X est proportionnel au carré, Y est proportionnel au carré de X, donc on a une loi à la fin. Donc c'est vraiment, là, si on veut, l'évolution scientifique typique, là, tu ramasses des données, tu visualises des données, tu trouves une formule, tu me donnes la loi qui régit les trucs. Donc c'est pour ça que j'aime ces quatre-là, parce que ça fait vraiment partie, si on veut, là, de la manière qu'on utilise une fonction en sciences. Manière de représenter une fonction, dans ce cas ici, donc pour chaque manière, j'ai un exemple correspondant. Donc mon premier exemple, l'exemple 1.2.1, va être un exemple de fonction qui est représenté numériquement. Donc allons-y. Donc Bob, c'est moi, j'ai 12 chats et 4 sacs de plastique. Je suis proche d'un mur de briques. Puis moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux modéliser la fonction f qui calcule Y, qui est le nombre de lancers sur le mur de briques nécessaire pour tuer X chats dans un sac de plastique. Puis donc, je fais mon expérience, je mets des chats dans un sac, je swing le sac sur le mur, je check si le ou les chats sont morts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'obtiens les résultats suivants. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc si on lit le tableau rapidement ensemble, donc pour un chat, donc si j'ai un chat dans mon sac, ça me prend 2 lancers sur le mur pour pouvoir tuer le chat. Si j'ai 2 chats dans le sac, ça m'en prend 5. Donc ici, on pourrait penser que c'est 4, mais souvent quand il y a 2 chats, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas avoir un peu l'effet airbag, donc même s'il y en a un qui meurt en premier, mais il va comme protéger l'autre. Donc j'ai besoin de 5 shots, 5 swings sur le mur avant de pouvoir me débarrasser des 2 chats. Lorsque j'en ai 4, ça me prend 11 swings avant que les chats soient tous morts. Donc 11 lancés, puis finalement, lorsque je n'ai 5 dedans, ça commence à être pesant, là, ça m'en prend 18 lancés pour tuer les 5 chats. Donc, c'est juste une petite remarque, là, pourquoi j'ai 4 lignes de trucs. Ben, est-ce que moi, je respecte les chats, donc entre chaque expérience, donc après que j'ai fait mon lancer avec un chat, puis 2, puis 4, puis 5, ben, j'ai utilisé un nouveau sac là, pour la propreté. Puis j'ai aussi arrêté parce que si on fait 1, plus 2, plus 4, plus 5, ben, ça me donne mes 12 chats. Donc, c'est pour ça que l'expérience arrête ici. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc, j'ai ma représentation visuelle. Donc, X, c'est le nombre de chats. Y, c'est le nombre de lancers que j'ai besoin sur le mur pour tuer les chats. Donc, c'est quoi le domaine? Donc, ici, lorsqu'on a une fonction représentée numériquement, puis que je vous demande le domaine, la seule chose qu'on est sûr c'est que le domaine, c'est la colonne des X. Puis on prend simplement la colonne qui est donnée. C'est certain que le domaine est potentiellement plus grand. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ici? Donc, le domaine de ma fonction, donc j'utilise ma notation, là, donc le domaine de F, donc c'est vraiment ma colonne des X. Donc, ça va être 1, j'avais un chat, ensuite j'avais 2 chats dans mon sac, 4 et 5.
Donc ça, c'est vraiment la colonne, OK, des X. Donc j'ai utilisé la colonne des X. Donc c'est certain que le vrai domaine, ça pourrait peut-être être les nombres entiers, parce que je ne mettrais pas des corps de chat dans mon sac, là, c'est déjà assez cruel comme expérience, là. Mais sauf qu'on pourrait dire, bon, c'est peut-être un nombre entier, mais il y a probablement un nombre maximum de chats que je peux mettre dans mon sac. Là. Je pourrais pas souligner 1 million de chats, là, même si je sais que je suis très très fort. Là. Donc ici le domaine pour vous, si je vous donne un tableau, vous faites juste réécrire, donc vous avez juste à énumérer les chiffres dans la colonne des X, tandis que si je veux l'image, donc l'image de ma fonction, ça va être simplement la colonne Y. Donc l'image de F, je fais juste lire ma colonne Y. Donc j'ai 2 lancés pour un chat, 5 lancés pour 2, 11 pour 4 et 18 pour 5. Donc je fais juste utiliser la colonne des Y. Donc si vous voulez là, la couleur là-dessus, là, donc ici, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc j'ai mes X. Donc j'ai ma colonne des X. Donc si j'utilise la même couleur, j'utilise du bleu pour ma colonne des X. Puis j'utilise du magenta rouge là, pour ma colonne des Y. OK, donc 1, 2, 4, 5 pour le domaine, 2, 5, 11, 18 pour l'image. Donc, faites juste lire le tableau. Faites attention, des fois, le tableau peut être en ligne ou en colonne. Donc, juste bien comprendre le contexte. Puis, c'est notre exemple numérique. Donc, mon prochain exemple, 1.1.2, c'est un exemple de représentation d'une fonction avec son graphe. Donc, soit f de x, une fonction définie par le graphe ci-dessous. Donc, j'ai un graphe qui commence à -3, qui reste à 0 jusqu'à -1. Ensuite, elle se met à monter jusqu'à 1, mais à 0, la fonction, elle jump à 2. Ensuite, elle redescend de 1 jusqu'à 0. Donc, à 1, c'est égal à 0. Ensuite, la fonction est brisée. Puis, à partir de 1, la fonction va rester à la hauteur 1 jusqu'à la fin. Puis, la fonction, elle arrête à 4. Il n'y a pas rien après 4, comme qu'il n'y a pas rien avant -3. Donc, c'est juste pour m'assurer que vous comprenez bien comment une fonction peut être utilisée comment ce graphe-là peut être utilisé pour justement calculer des sorties de fonctions. Pour se réchauffer, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est on va remplir le tableau suivant. Donc, on va aller évaluer cette fonction-là avec son graphe. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est calculer la valeur de x à -4. Donc, la valeur de x à -4, donc qu'est-ce qu'on fait ici? On utilise l'axe des x, on s'en va à -4. Donc, -4 qui est ici. Donc, j'ai mon -4. Donc, ici, à -4, si je cherche quelque chose au-dessus ou en dessous de -4, il n'y a rien, j'ai pas de graphe. Donc, la fonction à -4 est simplement non définie. Donc, ici, là, ND, vous allez voir ça souvent dans mes notes de cours, là. Donc, ND, c'est simplement pour non défini. Donc, la fonction n'est pas définie à -4. Donc, pour -3, donc, il est où -3? Donc, -3, il est ici. Donc, bien sûr, si je cherche la valeur à -3, je cherche le point noir. Le point noir, sa hauteur, donc sa valeur y, c'est 0. Donc, à -3, la fonction vaut 0. Maintenant, si je veux la fonction à -1, donc même chose, d'abord, j'identifie le -1 sur l'axe des x, puis ensuite, je regarde la hauteur du graphe à -1. Donc, si le graphe à -1, il est ici, donc sa hauteur, c'est aussi 0. Donc, à -1, ma fonction vaut 0 à nouveau. À -0.5, encore une fois, sur l'axe des x, on identifie le -0.5 qui est ici. Ensuite, je cherche sur mon graphe la hauteur du graphe. Donc ici, le point qui est sur le graphe correspondant il est ici. Puis sa hauteur à lui, à ce point-là, c'est 0.5. Donc quand x est égal à -0.5, le y est égal à 0.5. Maintenant, à 0, vous leur donnez à l'origine. Donc si je cherche mon 0, si j'ai mon x égal à 0, je cherche le point. Faites attention, un point vide, un point blanc, c'est un point vide, donc ça représente un trou, donc je passe au travers. La hauteur du point est ici, donc la coordonnée y de ce point-là, c'est 2, donc la sortie de la fonction lorsque x est égal à 0, c'est 2. Donc maintenant, pour 1, si je vais identifier mon 1 sur mon axe des x, donc attention, j'ai deux points au-dessus du 1, j'ai le point noir puis j'ai le point blanc, mais le point plein, le point noir, c'est lui qu'on utilise pour calculer la sortie, puis la hauteur de ce point-là, c'est bien sûr 0, donc la sortie à 1, c'est 0, puis finalement, je veux calculer la sortie à 4,
Donc, si je repère 4 sur mon axe des X, la hauteur du graphe à 4 est ici, donc c'est ce point-ci, puis sa hauteur, c'est simplement 1. Donc, on peut utiliser le graphe de ma fonction f pour calculer les sorties de la fonction. Donc, maintenant, calculons, ou identifions, c'est pas vraiment un calcul, là, le domaine et l'image de ma fonction représentée par le graphe. Donc, c'est quand même, moi, j'aime travailler lorsque je dois identifier le domaine et l'image. Donc, pour le domaine, notre axe de référence, c'est l'axe des X. Donc, le domaine, la variable pour le domaine, c'est toujours X. Donc, si mon graphe, il commence à -3, je vois que j'ai rien avant -3, puis à partir de -3, j'ai une branche. Donc, si ma fonction, à partir de -3, va exister. Donc, si j'ai du graphe de -3 jusqu'à -2, même si elle monte à partir de -1, elle jump à 0, elle revient à 1, à 0, puis ensuite, entre 1 et 4, ma fonction est égale à 1, puis elle arrête à 4. Donc, si j'ai que mon domaine part de -3, incluant -3, jusqu'à -4, donc j'ai vraiment des sorties pour toutes les valeurs de X entre -3 et 4, incluant -3 et incluant 4. Donc, si là, je veux que vous preniez votre temps de bien apprendre la terminologie, là. Donc, ici, pour le domaine de F, donc, puisque je veux toutes les valeurs entre -3 et 4, donc moi, je vais toujours utiliser des parenthèses carrées pour toutes les valeurs incluses en deux valeurs. Donc, puisque -3 est inclus, ça va être une parenthèse carrée qui est vers l'intérieur jusqu'à 4, puis puisque 4 est inclus aussi, va être vers l'intérieur. Donc, si mon domaine, c'est toutes les valeurs de X entre -3 et 4, ça correspond vraiment, si on utilise des inégalités, donc X, donc -3 plus petit ou égal à X, plus petit ou égal à 4. Donc ça, si on veut, c'est la version là, inégalité du domaine. Mais moi, je m'attends là. Vous pourriez m'écrire là, -3 et 4 avec des inégalités, mais c'est clair que dans tous mes exercices suggérés, moi, je vais utiliser la notation intervalle. Donc, je m'attends que vous soyez familier avec ma notation. Pour l'image, c'est relativement la même chose, sauf que on utilise l'axe des Y. Donc, si je vois que mon graphe, la plus basse valeur possible de mon graphe, c'est 0. Donc, en bas de 0, il n'y a rien. Donc, j'ai pas de valeur de X qui me donne -0.5, -1 ou -2. Mais à partir de 0, j'ai plein de valeurs, là, où ce que ma fonction vaut 0, genre à -3, à -2, 1, -1, 1, etc. Donc ici, à partir de 0, j'ai des sorties jusqu'à 1. 1 va être inclus parce que j'ai des valeurs où ce que mon graphe est à la hauteur 1. Mais ensuite, j'ai rien entre 1 et 2. Puis j'ai une nouvelle valeur à 2 seulement. Donc ici, mes valeurs possibles pour mes valeurs possibles dans mon image, mais ça va être toutes les valeurs qui vont partir de 0 jusqu'à 1 inclusivement, parce que j'ai des sorties à 1. Ensuite, je vais jumper, puis je vais avoir un 2 qui est tout seul. Donc, c'est la notation que je veux que vous utilisez pour l'image. Donc, si l'image de F, donc si j'ai toutes les valeurs entre 0 et 1, donc j'inclus 0, j'ai des sorties qui me donnent 0, 1, j'ai des sorties qui me donnent 1 aussi, mais j'ai pas de sortie qui me donne 1.1, 1.2, 1.5, 1.9. Ma prochaine sortie, c'est 2 tout seul. Quand j'ai des énumérations, un peu comme dans l'exemple précédent, on utilise des accolades. Puisqu'on a les deux ensemble, le symbole que j'utilise, c'est union. Donc ici, les parenthèses carrées me disent que j'ai toutes les valeurs entre 0 et 1, incluant 0, incluant 1, parce que les parenthèses carrées sont vers l'intérieur. Et je dois rajouter tout seul le 2. Donc j'ai mon 2 qui est dans une accolade, puisqu'il est simplement énuméré et rajouté à l'image. Donc ça, c'est pour le domaine et pour l'image. Donc vraiment, là, c'est pas un calcul. Domaine, c'est tu scannes ton graphe de gauche à droite. Tu regardes aussi que sur quelle portion il vit de gauche à droite. Puis pour l'image, mais c'est simplement du bas vers le haut. Puis de bien utiliser les parenthèses pour les intervalles. Donc les parenthèses carrées pour les intervalles. Puis les accolades pour les chiffres énumérés. Le troisième exemple, l'exemple 1.2.3, ça va être un exemple de fonction qui va être défini avec une équation. Donc, un exemple de fonction définie algébriquement. Donc, soit f de x défini par l'équation ci-dessous, f de x est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 3. Donc, j'ai ma fonction
qui est une fonction quadratique en passant. Donc tant qu'à être là, on peut faire un petit rappel. Donc, rappel, f de x est une fonction quadratique qui est, on peut identifier le ABC, donc le ABC, donc A qui est le coefficient devant le x au carré qui est moins 2, B qui est le coefficient devant le x qui est 4, et C qui est la constante qui est 3, qui va correspondre en passant à l'ordonnée à l'origine. Donc on peut déjà même tracer le point 3 là, ici, donc l'ordonnée à l'origine, le plus C, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est où ce que la quadratique va aller croiser l'axe des Y. Non seulement on sait ça, mais on sait que cette fonction-là va être concave vers le bas. Pourquoi on sait que c'est concave vers le bas? C'est parce que le A qui est égal à moins 2, il est négatif. Donc, soit qu'on a un bol qui est renversé vers le bas lorsque ma fonction est telle que le A est négatif. Sinon, on a un bol qui est vers le haut, donc concave vers le haut si le A est strictement positif. Donc, puisqu'on veut calculer le domaine et l'image, donc pour une fonction quadratique, peu importe la valeur de x que tu me donnes, je peux mettre ça au carré fois moins 2, plus 4 fois cette valeur-là, plus 3. Donc, puisqu'il n'y a pas de division, puisqu'il n'y a pas de racine, qu'il n'y a pas de terme logarithmique, le domaine de la fonction, c'est tout. Mais pour l'image, qui est toujours un peu plus compliqué à calculer, qu'est-ce qu'on va utiliser? Mais on va utiliser le graphe de la fonction, parce que c'est quelque chose qu'on devrait typiquement être à l'aise à tracer. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire pour tracer le graphe? Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais compléter le carré. Si vous avez une méthode qui est plus simple pour vous, faites ce que vous voulez. Mais à partir du sommet, en complétant le carré, je vais être capable de trouver le sommet de ma fonction quadratique, puisque je sais qu'elle est concave vers le bas, mais je vais être capable d'identifier ensuite correctement son image. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est en complétant le carré, donc en complétant le carré, qu'est-ce que je vais avoir? Donc ici, c'est quoi compléter le carré? Je ne veux pas que vous inquiétez trop là-dessus, là. C'est pas le but là, du cours. C'est juste un exemple. Donc quand je complète le carré, je prends le coefficient A, qui est moins 2, puis je le mets en évidence sur les deux premiers termes. Donc si je mets le moins 2 en évidence, qu'est-ce que je laisse derrière? Je vais laisser derrière le x au carré moins 2x. Donc ici, de ce qui vient le moins 2, mais c'est juste le chiffre que j'ai besoin, tel que moins 2 fois moins 2 va m'en donner 4. Puis le plus 3, lui, je laisse bretter tout seul après. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais lorsque je complète le carré? Le terme du milieu, je vais toujours le diviser par 2. Donc, le moins 2 qui est en avant, je le garde en avant. Donc, quand je divise par 2, le moins 2 divisé par 2, ça va me donner le moins 1. Donc, je sais que ma parenthèse de mon carré complété, ça va être x moins 1 au carré. Sauf que bien sûr, ce x moins là au carré va aller cracher si je développe rapidement 1 plus 1. Donc, si je veux canceller le plus 1 qui crache, mais je vais aller faire un moins 1. Donc, lui, je sais qu'il va me cracher un plus 1. Donc, avec le moins 1, je vais le canceller. Puis, j'ai mon plus 3 à la fin. Donc, la seule chose que je fais, là, si j'avais à développer rapidement, si je développais rapidement là, le x moins 1 au carré, ça me donnerait x au carré moins 2x plus 1 moins 1. Donc, il me redonnerait le x au carré moins 2x. Puis ensuite, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de distribuer le moins 2 à l'intérieur. Donc, si je distribue mon moins 2 à l'intérieur de ma parenthèse, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais avoir moins 2 qui va être devant le x moins 1 au carré. Moins 2 fois moins 1, ça va me donner plus 2 plus 3. Puis le plus 2 plus 3 va bien sûr devenir 5. Donc, je vais avoir moins 2 fois x moins 1 au carré plus 5. Puis qu'est-ce qui est fort avec la complétion du carré, c'est ma forme canonique. Puis dans ma forme canonique, je peux lire le sommet. Donc le moins 1 qui est ici, la version positive, ça va être mon h. Puis le plus 5, c'est mon k. Donc qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que le sommet de ma quadratique, il est donné par le point 1, 5. Donc, encore une fois, je ne veux pas que vous vous inquiétez trop là de ça, mais c'est quelque chose que je m'attends que vous connaissez. Donc, si vous avez une fonction quadratique de compléter le carré, ce sera pas dans le test 1, mais c'est juste pour m'aider à illustrer. Donc, puisque le sommet est à 1,5, donc c'est sur mon graphe à 1,5, je vais dessiner mon point. Donc, j'ai
mon sommet de ma quadratique. Je sais qu'il est concave vers le bas, donc je peux créer son graphe au complet. Donc, le graphe de ma fonction, donc j'ai simplement là, une courbe qui va descendre, qui va passer par 0,3. Puis, donc, si je fais comme il faut, là, excusez, donc j'ai une courbe qui va descendre à 0,3 de l'autre côté par symétrie. Donc, ça, c'est ma fonction f de x. Puis maintenant que j'ai dessiné le graphe de ma fonction f de x, là, je peux le voir, là, mon domaine. Bien sûr, mon domaine, c'est tout. Qu'est-ce qui est ici, là? C'est toujours l'image. Donc, l'image ici, là. Donc, si je cherche l'image de ma fonction, mais la plus haute valeur possible, c'est 5. Puis la fonction descend sans cesse vers moins l'infini. Donc, ici, ma fonction est définie partout. Donc, sur R, mais l'image va commencer de moins l'infini jusqu'à la valeur maximale qui est 5. Donc, quand je vais écrire le domaine de ma fonction, donc le domaine de f, donc puisque c'est une fonction quadratique, le domaine de f, c'est égal à tout. Donc, R, souvent je vais écrire R comme étant de moins l'infini jusqu'à l'infini, les parenthèses ouvertes pour les infinités, puisque c'est pas des nombres réels. Puis pour l'image, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai que l'image de ma fonction f. Donc, l'image, ici, ma valeur maximum, c'est 5. Donc, je pars de moins l'infini. Donc, je descends sans cesse. Puis, je monte jusqu'à 5, qui est ma valeur maximale possible. Donc, de moins l'infini jusqu'à 5, c'est, incluant 5, là, c'est mon domaine, c'est mon image pour ma fonction. Tandis que le domaine, c'est tout pour la fonction quadratique. Donc, je peux évaluer la fonction moins 2x au carré plus 4x plus 3 partout. Donc, dernier exemple, le quatrième exemple, un exemple de fonction qui est définie simplement en mots, ou qu'est-ce que j'appelle un exemple verbal. Donc, l'exemple 1.2.4, une fonction définie en mots. Donc, soit f de x, la fonction qui nous donne 1 si l'entrée est un nombre rationnel, donc si c'est une fraction, et qui donne 0 si l'entrée et l'ombre est un nombre irrationnel. Donc, juste pour voir si on comprend bien comment la fonction fonctionne, on va commencer par remplir un tableau. Donc, je vous donne différents x, puis on va calculer différents y correspondants. Donc, ici, c'est quoi la valeur de x, la valeur de y quand x est égal à 0? Ben, 0, c'est une fraction, donc c'est un nombre rationnel. Donc, la sortie f de x à 0, ça vaut 1. Pour moins 1, 17e, c'est obviously une fraction, donc la fonction va dire oui, c'est une fraction. Racine de 2, donc c'est un exemple de nombre irrationnel, donc la sortie va être 0, donc non, c'est pas une fraction, donc ça me donne 0. Pour pi, donc bien sûr le fameux nombre pi, donc qui est simplement le diamètre, le circonférence d'un cercle divisé par le diamètre, donc la sortie, donc pi c'est un nombre irrationnel, donc ça me donne 0. Puis pour e, le nombre népérien ou le nombre d'Euler, donc qui est 2.71, etc. Là, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un autre exemple de nombre qui est irrationnel, donc ça me donne 0. Puis finalement, pour le dernier chiffre, là, j'ai juste voulu être un peu tannant, là, un peu merdique, là, qui est racine de 2 à la 2, log 2, 3, c'est sa calculatrice, là. C'est juste 9, là. Je suis vraiment tannant des fois comme ça, là, moi. Donc, 9, c'est un exemple de nombre qui est, c'est un nombre entier, donc c'est une fraction, donc ça me donne 1. Donc, c'est quoi le domaine de f? Ben, ici, tous les nombres sont soit rationnels ou irrationnels, donc le domaine, c'est tout. Donc, le domaine, c'est R, ou de moins l'infini jusqu'à l'infini, qui est équivalent. Pour l'image, les seules sorties possibles de f, donc pour l'image de f, j'ai simplement les nombres soit 0 et 1. Donc 0 si c'est irrationnel, 1 si c'est rationnel. Donc pour montrer que c'est une énumération, j'utilise les accolades. Donc si 0, 1, ça veut vraiment dire que j'ai juste deux chiffres dans mon ensemble, 0 et 1. Donc, puis cette fonction-là, c'est vraiment une fonction, ça prend n'importe quel chiffre, si tu le mets dans ta fonction, ça me donne 0, 1. Mais c'est pas une fonction qui se définit algébriquement. Il n'y a pas une équation là, qui va prendre le chiffre, qui va le lever au carré, qui va diviser de quoi, qui va donner 0 ou 1 à la fin.
Si tu essaies de tracer le graphique de cette fonction-là, c'est extrêmement compliqué. J'ai bien sûr une semi-représentation numérique avec le tableau, mais c'est juste, si on veut, un snapshot là, de la fonction au complet. Donc, mon domaine, c'est pas juste 0 moins 1/17e racine de 2 pi e et 9. Donc, j'ai toutes les valeurs de R possibles. Donc, ça, c'est vraiment un bel exemple de fonction qui est relativement simple, / compliqué, qui peut juste être définie en mots. Ça finit cette section-là. Donc, j'ai un exemple de chaque. On a l'exemple des chats, ok, donc mon exemple numérique, l'exemple avec mon graphe pour l'exemple graphique. J'avais mon exemple de fonction quadratique pour l'exemple algébrique, puis ma fonction là, rationnelle ou irrationnelle pour ma fonction définie en mots.